Alors, bonjour à toutes et tous. Nous sommes vraiment heureux de vous faire une présentation ce matin sur les communautés d'apprentissage, de pratique et d'intérêt. Comme notre charmante animatrice a mentionné, je suis Catherine Derry, je suis candidate au doctorat de l'Université d'Ottawa et je vais être avec deux de mes collègues pour la présentation, donc Béranger Banteux, doctorant en éducation à l'Université de Sherbrooke, et Émilie Tremblay-Ragg, professeure au département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation à l'UQAM. Alors, on vient de trois universités différentes, mais nos chemins se sont croisés dans un projet de recherche-action partenariale qui vise le développement d'un outil numérique pour soutenir les étudiants au cycle supérieur. Et ce matin, on va vous présenter les résultats d'une revue de littérature qui a été complétée dans le cadre de ce projet-là en particulier, pour établir un cadre de variables et de mesures en contexte éducatif virtuel. Alors, je passe la parole à Émilie. Bien, moi, oui, je suis professeure à l'UQAM, mais je suis aussi cofondatrice de Taisez-vous, l'organisme à but non lucratif en question, là, qui est engagé comme partenaire dans la recherche partenariale, recherche-action. Donc, comme cofondatrice, bien, on a vu plusieurs problématiques au cours des 5 dernières années, là, depuis que je suis engagée dans la cause de soutenir les étudiants au cycle supérieur dans la persévérance de l'écriture de leur mémoire ou de leur thèse. Puis, bien, on souhaite aujourd'hui vous faire part de quelques préoccupations qu'on a eues comme organisme. Notamment parce que la majorité des ressources numériques qui sont offertes là, pour les étudiants lors de leur période de rédaction scientifique, elles sont accessibles en ligne, mais ce sont généralement bien, des répertoires de ressources. Donc, un étudiant qui regarde sur des sites d'institutions, qui regarde des ressources là, psychologiques ou aide à la rédaction scientifique. Il y a aussi beaucoup de cours à distance qui sont offerts, des MOOC, etc. Puis, beaucoup de tutoriels là, pour certains logiciels du genre l'ABC d'Envivo, SPSS 101, etc. Mais il semble qu'aucune ressource numérique ne privilégie vraiment l'approche expérientielle, c'est-à-dire apprendre l'écriture en le faisant. Donc, nous, ce qu'on souhaitait faire, là, c'était vraiment offrir cette opportunité-là d'apprendre en faisant parce qu'on a déjà des retraites de rédaction et un espace fixe qui sont basés sur ces principes-là d'apprendre en faisant, c'est-à-dire laisser le temps aux étudiants de faire. Donc, il n'y en avait aucune ressource numérique qui le privilégie. Donc, merci Catherine de passer à la prochaine. Donc, c'est de là qui est arrivée l'idée d'une recherche-action partenariale là, qui s'intitule « Quand la distance rapproche, rédiger ensemble grâce à une application de formation à distance pour soutenir la persévérance et la réussite au cycle supérieur ». Puis, ben, notre but, c'est vraiment de documenter le processus de développement et d'implantation d'un outil numérique. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a cette idée-là qui a germé là, à l'organisme de développer un outil numérique, mais comme vous le savez, c'est très dispendieux. Donc, les sous qui ont été accordés par le FRQSC nous le permettent, en plus d'une subvention de d'autres organisations aussi, partenaires. Puis, on est à développer vraiment une application là, qui va suivre les étapes un peu de la recherche en sciences du design. Donc, on suit ces 4 étapes-là sur 3 ans. Donc, en ce moment, on est dans la théorisation et l'analyse. On s'en vient vraiment bientôt dans la conception et le développement de la version bêta, pardon. On va implanter et on va évaluer auprès de notre communauté. Puis, ensuite, on va évidemment diffuser l'application. On espère que vos étudiants ou vous-même pourrez en profiter dans les prochaines années. Donc, Catherine, en fait, ce qui nous manquait un peu dans notre étape là, de théorisation et d'analyse, on était vraiment là dans les derniers mois, c'était vraiment de mieux comprendre les communautés d'apprentissage. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va vous parler seulement de ce volet-là de notre recherche, c'est-à-dire bien comprendre les communautés d'apprentissage parce qu'on pense que les étudiants au cycle supérieur en font partie d'une communauté. Donc, Catherine va vous présenter ça, puis ensuite, on va avoir Béranger qui va vous parler des résultats de la recension des écrits qu'il a fait sur le thème. Donc, ça va ressembler à ça notre présentation aujourd'hui. Alors, si on pense au milieu universitaire, évidemment, il existe plusieurs types de communautés auxquelles les étudiants peuvent se joindre pour favoriser leur réussite.
dès leur admission dans un programme d'études, évidemment, ils vont appartenir soit à la communauté de leur département, de leur faculté ou de leur discipline, mais les étudiants ont aussi l'occasion d'adhérer à des regroupements d'étudiants, des regroupements universitaires ou des regroupements professionnels qui sont affiliés de près ou de loin à leur champ de recherche. Donc, pour le bien de notre présentation, on va se concentrer vraiment sur les communautés virtuelles, selon la définition de Reingold. Alors, c'est des réseaux d'étudiants qui se forment dans un espace numérique. Et à ce sujet-là, je vais présenter 3 types de communautés virtuelles, donc les communautés d'apprentissage, les communautés de pratique et les communautés d'intérêt. Si on parle de communautés d'apprentissage qui sont très bien connues là, dans le monde de l'éducation, en anglais, on les traduit par Learning Communities ou Communities of Inquiry. Alors, c'est un groupe d'apprenants qui partagent le désir d'apprendre ensemble dans des contextes qui sont soit formels ou informels. Ça peut être évidemment à proximité, mais on se concentre sur la distance là, pour notre présentation. Normalement, le réseau va se constituer pour répondre à des objectifs de formation qui sont précis et ça va être sur une durée, une période déterminée. Dans certaines communautés d'apprentissage, il y a un formateur qui est présent, qui facilite l'apprentissage, mais ce n'est vraiment pas essentiel. Puis en fait, même si le formateur est présent, c'est considéré que tous les membres peuvent apprendre les uns des autres de façon vraiment interchangeable. Donc, c'est en s'appuyant sur une perspective vraiment socio-constructiviste que chaque individu va développer son propre savoir individuel, ce qui va contribuer à accroître le savoir collectif du groupe. Pour ce qui est des communautés de pratique, sont composées d'individus qui proviennent souvent d'une entreprise, d'une occupation ou d'un domaine professionnel. Le réseau va vraiment favoriser la collaboration pour résoudre des enjeux ou des problèmes du milieu professionnel comme tel, même si certains apprentissages peuvent se matérialiser dans des communautés de pratique. Le focus, c'est vraiment sur le développement de solutions, d'outils et souvent de répertoires qui sont partagés par les membres. Le niveau de participation va évoluer progressivement au fur et à mesure que les membres vont gagner en expérience. Et on parle donc d'une insertion graduelle qui va favoriser le développement d'une identité professionnelle par les membres pour rehausser leur sentiment d'appartenance au groupe. Finalement, pour les communautés d'intérêt, elles sont souvent formées de personnes qui désirent échanger avec d'autres individus qui partagent une même passion. Alors, on les voit plus souvent qu'autrement dans les sphères des loisirs. Le groupe ne vise pas nécessairement un objectif collectif. Les participants s'attendent plutôt à partager des connaissances de façon plus sur une base volontaire. Si on voit, là, ce n'est pas nécessairement le partage d'informations qui est optimisé comme objectif principal. Un minimum d'engagement est quand même nécessaire pour la communauté pour qu'elle puisse continuer d'exister. Sinon, elle va simplement disparaître ou il y a des sous-groupes qui vont se former de membres qui sont plus actifs que d'autres. Et d'un point de vue temporel, il n'y a pas nécessairement de limite à l'adhésion au groupe, ni d'attente face à la fréquence des participations. En fin de compte, les personnes s'identifient vraiment au sujet qui est discuté plus qu'aux autres membres de la communauté. Donc, ça va être rare qu'il va y avoir comme des actions collectives qui vont ressortir de ce genre de groupe-là. Donc, si on revient aux étudiants et aux étudiantes qui sont au cycle supérieur, qui sont notre population d'usagers potentiels pour notre outil numérique, ils appartiennent surtout à des communautés d'apprentissage tout d'abord parce qu'ils font partie d'un programme d'études qui a des objectifs précis puis une durée limitée. Mais graduellement, autant les étudiants à la maîtrise que ceux au doctorat, mais surtout ceux au doctorat, vont se joindre à des communautés de pratique qui sont associées à leur domaine de recherche. On retrouve moins les communautés d'intérêt aux études supérieures, sauf peut-être pour les étudiants qui participeraient à des forums de discussion sur des sujets précis, sans toutefois qu'il y ait des attentes face à leur niveau de participation. Donc, ça serait plutôt en dehors du cadre formel de leur programme universitaire. Alors voilà, ça couvre les 3 types de communautés virtuelles qu'on avait à couvrir ce matin. Et maintenant, je vais passer la parole à Béranger pour qu'il vous parle des résultats de sa revue de littérature.
Coucou Catherine. Donc, Catherine nous a présenté une diversité de formes que peuvent prendre les communautés d'étudiants en ligne. Et alors, la question qu'on a vraiment visée dans cette recension, c'était d'aller voir dans la littérature quels résultats de recherche avaient été obtenus pour évaluer, pour mesurer des communautés, ce qui nous permettra plus tard d'avoir un petit cadre pour évaluer l'outil final développé par Taisez-vous. Donc, les deux questions de recherche… Ah ouais, attends, juste… Merci. Les deux questions de recherche qui ont guidé notre recension, c'était les suivantes. Pour étudier les communautés étudiantes virtuelles, d'une part, quels sont les cadres de référence utilisés et d'autre part, quelles ont été les méthodologies qui ont été mobilisées. Donc, pour faire cette recension, on a utilisé le modèle Prisma. Alors, on s'est inspiré du modèle Prisma. Ce n'est pas exactement une revue systématique, c'est beaucoup plus une revue systématisée. Donc, on a été chercher dans deux bases de données qui étaient ERIC et Education Source, les éléments concernant les communautés en ligne et virtuelles. On a précisé sur les questions de l'évaluation, de la mesure, assessment, et puis on a aussi précisé la population qui était celle des étudiants au cycle supérieur. Donc, à travers le processus, ça nous a permis d'obtenir 70 résultats. On a appliqué des critères d'exclusion d'éléments qui ne correspondaient vraiment pas à notre recherche. Et à la fin, en lisant les abstracts, les titles et ensuite même le texte, on arrive à 17 résultats, 17 articles. Donc, pour la première question, qui était celle des cadres de référence utilisés pour étudier les communautés étudiantes en ligne. Merci. Donc, il y a deux grands cadres de référence. Donc, ça, c'est l'ensemble. Ce que vous voyez, c'est les 17 articles avec leurs références qui ont été organisés en trois grands groupes. D'une part, à gauche, vous avez ce qui est le cadre de référence de Garrison, le Community of Inquiry. À droite, vous avez tout ce qui est lié à Wenger et à Community Practice. Et puis en bas, c'était d'autres articles, donc 6 articles qui n'avaient pas de cadre de référence lié à une question de communauté. Donc, rapidement, je ne vais pas le développer, mais c'était quand même pour leur préciser. Donc, le modèle de la Community of Inquiry de Garrison, c'est cette question-là de, tiens, l'expérience de l'apprenant, qu'est-ce qui la permet, qu'est-ce qui l'autorise? Et donc, c'est les éléments de présence, notamment les présences sociales, présence cognitive et la présence de l'enseignement du formateur. Alors que le modèle de la Community of Practice de Wenger, elle est sur une question plutôt vraiment de communauté. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'il y a une pratique qui se met en place? Une communauté pratique, c'est une entreprise commune, un répertoire commun et un engagement mutuel. La deuxième question, c'était pour évaluer ces communautés dans les articles, quelles méthodologies ont été utilisées? Et alors, il y a deux questions qu'on a posées. Les résultats principaux, c'était sur les variables et sur l'instrumentation. Donc, d'abord sur les variables. Donc là, vous voyez dans chaque cadre la référence de chaque article. Et en italique, c'est la variable principale qui a été mesurée. Donc, métacognition, présence cognitive, l'engagement, ou pour ce qui est du côté de Wenger, beaucoup plus sur les questions de communauté. Donc, en suivant un peu le regroupement qu'on avait précédemment, on voit bien plus que du côté des articles qui mobilisaient les cadres de référence de Garrison, c'était beaucoup plus centré sur l'apprenant, alors que tout ce qui était rattaché au modèle de Wenger était beaucoup plus centré sur les questions de communauté, de collectif. Donc, la participation, le sens d'appartenance, les questions d'engagement et d'intégration à la communauté et de l'évolution. Et au niveau de l'instrumentation, donc là, il y a 3 grands types d'instrumentation qui ont été utilisés dans les 17 articles, sous forme de questionnaires, ceux qui sont encadrés en rouge, ceux qui sont davantage une analyse qualitative des échanges sur la plateforme, sur le site, donc qui sont encadrés en orange. Et enfin, un aspect beaucoup plus quantitatif sur l'analyse automatisée des réseaux sociaux qui va en fait, à la fin, arriver à des graphes d'interaction. Et ça, c'est entouré en mauve. Donc voilà, un peu ces 3 questions qu'on avait. La question de quels sont les cadres de référence qui ont été utilisés, quelles sont les variables et l'instrumentation qui ont été utilisées dans ces articles-là, qui nous permet d'avancer un petit peu dans la conception et l'évaluation de l'outil conçu par Taisez-vous. Et Émilie, je te repasse la parole. Oui. Donc, pour revenir à notre petit schéma là, de la recherche en sciences du design qu'on a utilisé,
En fait, la recension que Béranger a fait, puis le petit topo théorique que Catherine vous a présenté, ça nous a vraiment servi à la phase de théorisation et d'analyse. Puis, on est persuadé que dans la phase d'évaluation, notamment, ce sera utile pour pouvoir analyser. En fait, on n'a pas encore déterminé spécifiquement, mais on souhaiterait probablement avoir le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, ça va nous être utile pour aller en ce sens-là. On va passer à la prochaine diapo pour vous dire que là, on est rendu justement un petit peu plus loin là, que la recension, juste pour vous donner des petits aperçus de où on s'en va dans cette recherche-là sur 3 ans, recherche-action avec des co-chercheurs. Donc, nos co-chercheurs, ce sont des étudiants de cycle supérieur, donc des probablement futurs utilisateurs. On est une équipe de 12 co-chercheurs avec 8 membres de l'équipe de recherche en tant que telle. Puis, ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, ça a été d'identifier 4 besoins auxquels on souhaite que cette application réponde. Donc, on a identifié le besoin des étudiants souhaitent rédiger plus, rédiger mieux, ensemble et autrement. Donc, associé à ces 4 besoins-là, on a essayé de faire un remue-ménage tout le monde ensemble. On a aussi eu des rencontres de co-design avec des gens du domaine pour voir si ce serait possible, en fait, du domaine des applications et du jeu vidéo. Puis, on a associé à ces 4 besoins-là des fonctionnalités qu'on souhaiterait avoir là, de notre application. Donc, pour aller rapidement, là, si on veut rédiger plus, les étudiants souhaiteraient avoir des outils pour faire de la rétro-planification, la fixation d'objectifs, des suivis d'échéanciers, etc., etc. Pour rédiger mieux, ils pensent que le fait d'être en communauté de pratique, d'avoir un espace où on peut poser des questions, du mentorat, des conseils sur l'ergonomie, etc., pourrait leur être utile. Pour rédiger ensemble, ils souhaitent avoir des profils d'utilisateurs, pouvoir reconnaître les gens et même là, on souhaite avoir un système de géolocalisation pour savoir où les étudiants sont en train de rédiger en ce moment, quand les cafés seront enfin rouverts, parce que les étudiants supérieurs adorent travailler dans des cafés. On pourra savoir que, par exemple, Catherine est au café à Gatineau, à tel endroit, sur telle rue, je pourrais aller la rejoindre pour rédiger parce qu'elle souhaite avoir une présence de quelqu'un d'autre pour rédiger. Donc, ce sont quelques exemples. Et enfin, rédiger autrement, c'est le concept, c'est le besoin qui est un peu plus abstrait et le plus difficile à y associer une fonctionnalité, mais ça va être vraiment d'avoir des facilitateurs dans cette application pour nous aider à avoir un équilibre dans le travail, normaliser nos défis, en fait, avoir du bien-être aussi, dans un esprit non compétitif, là, où on ne va pas s'attribuer des points parce qu'on a plus rédigé que l'autre personne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans un esprit collaboratif. Alors, pour terminer, je voudrais vous mentionner que cette recherche-là, là, il reste encore 2 ans. On est dans la finalisation de l'énoncé des besoins. On est en train de trouver notre partenaire qui va faire la conception de l'application numérique. On publie en ce moment des articles, on participe à des congrès. Puis, dès l'automne, on sera dans la version prototype de l'application pour évidemment recueillir des commentaires sur notre prototype. On va ensuite développer une version bêta. Puis, on sera dans la première période d'essai l'an prochain. Et ensuite, on va lancer à plus grande échelle lorsque ce sera terminé. Ça conclut notre présentation. Donc, on est très heureux d'avoir livré cette présentation ce matin.